Il y a toutes les chances pour que vous y restiez jusqu'à la fin de votre vie. Ce que vous avez fait est très grave. Il y a des gens qui vous pardonneront jamais. Ils ne vont pas chercher à comprendre. Ils vont souhaiter votre mort. Les journaux vont parler de vous comme d'un monstre. Vous allez déclencher la haine. Je suis pas un monstre. Je suis un vautour. Vous savez ce que c'est, un vautour? C'est juste un aigle un peu raté. Mais toute sa vie, on n'arrête pas de lui répéter qu'il est nul, qu'il est moche, qu'il est faible, qu'il pourra manger que les restes. Lui aussi a envie de chair fraîche, mais on lui laisse que la peau et les os. Si jamais il a la témérité de se montrer avant leur départ, les aigles le chassent à coups de bec. Alors il se cache. Et il regarde. Il surveille. Il élabore un plan. Tandis que l'aigle se remplit la panse jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus, le vautour se fait discret. Il monte silencieusement au nid de l'aigle. Il ne se montre pas, il attend. Il attend patiemment le moment où la femelle quitte le nid pour rejoindre le mâle. Le moment où il pourra s'attaquer au petit aiglon sans défense. Où il pourra le prendre dans ses griffes et le projeter contre le rocher pour lui faire éclater sa tête et manger sa cervelle. Parce que c'est à ce moment-là, à ce moment seulement, qu'il se sent fort. Il a l'impression de vivre plutôt que de subir la vie. Il sait enfin ce que c'est que d'être un aigle. On va partir maintenant. Oui. Vous allez passer dans la salle de bain, prendre vos affaires, je vous attends. Et puis on va rejoindre les policiers d'Obersteigen. Et vous allez leur montrer où vous avez caché le corps. Oui. Vous viendrez me voir en prison? Oui. Oui, si vous le souhaitez, je viendrai vous voir. Oui, ça y est, on va sortir. Il va nous montrer où il a caché le corps. Donnez-moi 2 minutes. J'arrive. Oui, c'est moi. Ça va. Un peu fatiguée, mais ça va. Et toi? Demain, je pense. Je prendrai le tram. Tu veux bien préparer des sandwichs pour Nicolas demain matin? Il a une sortie avec l'école. Ils vont au zoo. Non, 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 à l'heure habituelle, Maria va le chercher, t'inquiète pas. Demain. Oui. Attends. J'ai besoin d'entendre ta voix. Je sais pas. Dis-moi n'importe quoi.
Oui. Oui, c'est ça que je voulais entendre. Moi aussi. Bon, là, c'est vraiment pas possible, mais... Demain, c'est promis. Moi aussi, je t'embrasse. Bon. On y va? On y va. Merci à vous. On va transformer maintenant la salle de spectacle en salle de débat. On va faire ça à vue, librement, sympathiquement. On va demander à notre invité de venir nous rejoindre sur le plateau, à Mitchooper aussi. Nous allons tous grimper et devenir à notre tour un peu des comédiens après ce spectacle. Voilà, bon bah, allons-y. Je vais donner un micro à Yvon Garouel. Voilà. Il faut que tu passes de l'autre côté. Est-ce que vous préférez qu'on se mette? Voilà, nous avons des essais de lumière. Installez-vous. Voilà. On demandera à Anne Coutureau d'être à côté de toi. Je vais lui laisser le micro. Puisqu'elle n'en a pas, elle va venir nous rejoindre. Le temps de se changer. Voilà, ben, ça a été vite, hein, ce changement. Que dire après un tel spectacle? Oui, nous prenons un risque, nous, gens de théâtre, de présenter des sujets aussi difficiles, de les traiter par la fiction, devant quelqu'un comme vous qui connaissez ces sujets si bien. Moi, je suis KO, parce que j'ai vu, je suis KO. Parce que, je vais pas dire malheureusement, mais j'ai déjà vécu ça tellement de fois. Ils sont tellement convaincants tous les deux et tout est parfait. Tout ce qu'on vous a montré, tout ce que les gens ont pu voir ce soir, ça se rapproche tellement de la vérité que je suis... J'ai même pas su applaudir parce qu'à la fin, avec énormément de talent, elle a réussi à me casser le moral parce que j'ai vécu ce qu'elle vit. Parce que le fait de téléphoner à sa famille et de faire croire que tout va bien, qu'on n'a rien vécu et que le temps s'est arrêté. J'en parle justement dans mon deuxième livre, c'est cette faculté de mentir à nos proches et de mentir à nous-mêmes pour les protéger. Et comme je le dis avec un mot fort, c'est pour éviter de polluer les gens qu'on aime avec ce qu'on vient de vivre et avec ce qu'elle vient de vivre. Et j'étais KO, j'étais vraiment KO et chapeau en tout cas.
chapeau. Surtout, je m'inquiète pour lui, parce que la manière dont il vit le personnage, quand il rentre, Il a je des m'inquiète ressources. pour lui. Moi, ça fait 15 ans que je vois ça, ça fait 15 ans que je fais ça. Et je lui dis, je ne vais pas parler de l'homme qui était en face de moi, mais l'ordure que j'ai vue dans la pièce de théâtre, j'en ai vu tellement dans ma vie que... Et c'est bien que vous montrez ça au public, il faut montrer ça aux gens. Et une pièce comme ça devrait circuler dans le monde entier. Parce que vous mettez, avec beaucoup de pudeur, c'est ça aussi qui m'a touché, avec beaucoup de pudeur, vous mettez une bonne claque dans la tronche des gens. Et j'espère que ça va les réveiller. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur Avant le début de l'émission, je demandais à Patrick Hendricks, mais que peut-on faire pour vous aider? Est-ce que vous avez besoin de gens pour vous aider? Et vous me disiez, mais non, c'est tellement horrible, la réalité auquel je suis confronté. Apparemment, je savais pas ce que j'allais voir, je savais pas. Mais apparemment, vous avez une partie de la réponse, parce que je pense que faire circuler ça dans le monde entier, c'est déjà, je vais pas dire, c'est la réponse. C'est un début. Si on peut avoir cette sensation de commencer à faire quelque chose ou d'avoir apporté cette petite pierre à ce mur, je pense que ça nous permet déjà d'avoir un début de conscience tranquille, de dire au moins j'ai essayé de faire quelque chose. Moi, c'est ce que je me dis tout le temps, parce que je vis des dossiers difficiles, des mecs comme le personnage. Je vous ai dit, j'en ai vu tellement, et quand j'accompagne des adolescents de 10, 12, 14 ans qui osent raconter 10 ans plus tard ce qu'ils ont vécu et qui osent rentrer dans le tribunal à côté de moi parce qu'ils se sentent protégés, parce qu'ils savent que je suis ce paradoxe entre une justice et ce côté voyou. Donc je me donne des arguments et des armes que la justice ne peut pas avoir. Donc c'est comme je dis, c'est un paradoxe. Et quand j'arrive devant le tribunal, en lui disant « T'inquiète pas, viens avec moi, il t'arrivera rien, il va payer pour ce qu'il a fait ». Mais j'ai un langage différent parce que je lui dis pas c'est pas sa condamnation qui fait que tu vas oublier, qu'ils vont cicatriser tes plaies. C'est pas vrai. Il faut arrêter de dire ça aux gens. Et quand on arrive devant un juge d'instruction ou devant une cour d'assises et que l'ordure qui l'a violé, torturé pendant 5 ans, des fois 10 ans, il prend que 2 ans de prison avec 1 an de sursis. Et qu'en général, les 3 ou 4 mois ou 6 mois de prison qu'il vient de faire servent déjà à sa condamnation. Donc ils ressortent ensemble du tribunal. Qu'est-ce que vous voulez que je dise à ce moment-là? À la fille qui me regarde, ou au petit garçon qui me regarde parce qu'il ne comprend pas ce qui se passe. Donc c'est un ensemble de choses. J'ai pas de réponse à tout, j'ai pas la solution miracle. J'ai mon point de vue qui fait hurler les consciences et les bonnes pensées. Mais moi, je pense que contrairement à ce qu'on montre dans la pièce, c'est pas des malades. Ce sont des gens qui, à un certain moment, ont subi une dégénérescence de je sais pas tout quoi. Et comme je le dis souvent dans les émissions que je fais, un malade, il a envie de guérir. Ces gens-là, à force de les côtoyer, j'ai remarqué et je suis convaincu d'une chose, ils n'ont pas envie de guérir. Ils ont envie de continuer, de continuer, de continuer. Et vous le montrez bien d'ailleurs dans la pièce. À un certain moment, il arrive à un point, il arrive à se mentir à lui-même que rien ne s'est passé. Et quand il sent qu'il est en difficulté et qu'il sent qu'il est pris en défaut, la première chose qu'il dit, mais je suis un enfant. Donc il nous montre bien qu'il a suffisamment de lucidité. Il faut arrêter de faire croire que c'est un malade. Non, vous montrez avec beaucoup de justesse et de précision chirurgicale dans la pièce, c'est que quand ça l'arrange, il est suffisamment lucide que pour rester loin. Enfin, je sais pas, moi c'est comme ça que je le vois, parce que je le vis tous les jours. Je sais pas si vous le sentez comme ça, mais moi ça m'a sidéré. Il y a 2, 3 petites... je ne vais pas dire 2, 3 petites erreurs, il y a 2, 3 petites attitudes que vous ne devez jamais faire si jamais vous êtes confronté, parce qu'il va vous tuer. Vos yeux doivent toujours rester au même niveau que le sien, qu'ils soient assis ou debout, toujours vous arrangez, jamais être en dessous. À partir du moment où il sent, et 2, 3 fois il a senti qu'il avait le pouvoir, là votre vie est en danger. Et là vous devez faire attention. J'y penserai la prochaine fois. Ça marche? Oui. On peut peut-être demander à Mitch pourquoi il a écrit cette pièce. J'ai écrit cette pièce parce que tu me l'as demandé. C'est formidable. Mais voilà, allez, bonne soirée tout le monde, on s'en va. Voilà, parce que nous avions fait un cycle au Théâtre du Nord-Ouest sur la pédophilie. Enfin, ça s'appelait la confusion des sens. Voilà, il y avait une série de pièces qui touchaient ce thème-là, et j'avais vu déjà les pièces de Mitch Hooper, et je m'étais dit qu'il aurait la sensibilité
pour écrire quelque chose là-dessus et qui ne soit pas, enfin, qui soit assez fin, assez riche. Nous le disions en introduction, Mitch Hooper est anglais, il vit en France depuis plusieurs années. Parmi la dizaine de pièces qu'il a écrites, les dernières, 5 dernières, je crois, sont écrites directement en français, ce qui est un sujet de satisfaction. Quelle autre pièce de Mitch, sur quel sujet J'avais vu des... J'avais vu une pièce qui est composée de 3 monologues Voilà. que jouait Yvan sur une péniche. C'est sur une péniche, oui. J'avais trouvé il y a ça un absolument micro-cravate, remarquable. notre ami. Comique d'ailleurs, pas tout à fait dans la même veine. Ça marche pas. Mais qui avait un humanisme, qui avait le même type d'humanisme. La régie me signale qu'on ne vous entend pas, Mitch Hooper. Pourtant, vous êtes équipé d'un micro-cravate. Je signale à la régie que le micro-cravate n'est donc pas ouvert. Oui, on jouait ce spectacle sur une péniche. C'était 3 monologues. Yvan jouait et Jean-Luc est venu en tant que critique. C'est un des rares critiques à venir dans des petites salles pour voir des spectacles joués par des inconnus. Et à la suite de ça, il m'a demandé donc d'écrire une pièce pour son prochain cycle. J'étais très flatté. Et puis Yvan m'a dit le thème, la pédophilie. C'était un peu la douche froide. Je savais absolument rien sur ce sujet-là. Donc je me suis documenté un peu. Et en lisant, j'ai trouvé la situation qui a fait germer la pièce. Et j'ai pu écrire ça. Patrick Hendricks a fait de grands compliments en disant que la pièce, les personnages montraient une réelle connaissance du sujet. Et pourtant, Et pourtant, vous n'y connaissiez rien. Je cherchais à comprendre en écrivant, surtout. C'est ce qu'il faut pour avoir la distance nécessaire pour aborder un sujet pareil. Mais si je puis me permettre, je voudrais revenir à ce que vous disiez tout à l'heure. Alors, ce sont pas des malades, vous dites. C'est compliqué, on pourrait savoir ce que c'est que des malades. Et puis, je pense qu'il y a aussi... c'est un champ très large, la pédophilie. Mais alors, qu'est-ce qu'on en fait de ces gens-là? À l'heure actuelle? Non, qu'est-ce qu'il faut en faire? Parce que des ordures, des monstres... On est bien d'accord qu'il y a quelque chose d'insupportable. Il ne s'agit pas du tout de remettre ça en question. Mais justement, c'est aussi des gens, on le voit bien un peu dans la pièce, et puis vous devez aussi connaître le sujet, qui eux-mêmes ont vécu des maltraitances dans leur enfance. Et ce n'est pas pour les déresponsabiliser, c'est juste pour montrer qu'on peut comprendre qu'il y a une histoire, qu'il y a un parcours. Non, comprendre, pas du tout justifier ou excuser, mais comprendre. C'est-à-dire se dire qu'au départ, ils ne sont pas nés pédophiles, ils ne sont pas nés malades, comme on n'est pas voyous. On est un être humain, on fait des rencontres, des mauvaises, des bonnes, on se construit. Et c'est des gens qui aussi ont vécu donc des violences, ont été exclus, n'ont pas rencontré des personnes comme le personnage ce soir, là c'est un peu tard, pour les sortir de là, pour leur éviter de commettre des actes extrêmes. Donc, il n'en reste pas moins des êtres humains. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Je pense qu'on fait malheureusement plusieurs erreurs. Comment vous expliquer? Parce que c'est vrai que le sujet est tellement vaste. Vous savez, des personnages comme j'en ai vu aujourd'hui, il y en a, c'est un cas d'école, il y en a 1 sur 1000 ou sur 5000. Des gens comme ça. Les pédophiles, je vais prendre un des plus connus, parce que je viens de Belgique, Marc Dutroux. Marc Dutroux n'a jamais été abusé sexuellement, n'a jamais été... Il faut arrêter de croire qu'il y a action, réaction. Hein. C'est archi faux. C'est des cas exceptionnels, le personnage que vous allez voir, mais qui existent. Parce que s'il y aurait effectivement action, réaction, si le personnage s'amuse à tuer 2 petites filles, lui, il est quand même en vie. Donc, il ne sait pas ce que c'est, la violence par rapport à ça. Il était torturé, il était sodomisé, il a fait le grand chelem, comme on dit, malheureusement, dans ce genre de choses-là. Mais pour en arriver à assassiner, l'explication qu'il nous en donne, c'est une explication qui lui convient, lui, qu'il essaye de se justifier, lui. Il n'essaye pas de convaincre les autres, il essaye de se mentir à lui-même. Quand je dis... Justement, c'est pas la décision froide d'un homme qui aurait un point de vue sur le monde et qui déciderait que les enfants sont des objets. Non, à partir du moment où il tue, croyez-moi que c'est une décision qui est bien claire. C'est pas un moment de panique, ils savent très bien ce qu'ils font. Ils savent très très bien ce qu'ils font. Pour rejoindre ce que dit Anne Coutureau, vous pensez qu'il n'y a pas de rémission possible? Non, moi j'ai proposé plusieurs solutions, mais malheureusement les droits de l'homme sont montés directement en étendard et dit il faut arrêter. Moi j'avais proposé
pour protéger notre futur, pour protéger nos enfants, c'était les exclure malheureusement de la société. Je ne me donne pas le droit de vie ou de mort. Dans certains cas, je suis pour la peine de mort et dans certains cas, je suis contre. Mais je pense que par rapport à ces gens-là, moi, je serais du style à prendre une île comme Fort Bayard. On les met dessus. Mais oui, ils s'enculent entre eux. Ils s'enculent entre eux, on leur met des cochons, des vaches, ils ont qu'à faire leur culture, leur élevage, ils se démerdent tout seuls. Mais au moins, on protège déjà nos enfants, puisque dans l'immédiat, on ne peut pas, on nous propose aucune solution. Et c'est pas en les bourrant de médoc et en les laissant enfermer dans des asiles psychiatriques qu'il y a des solutions. Ça coûte encore plus cher à la société. Donc autant les isoler et qu'ils deviennent un clan, qui s'enculent entre eux, quoi. Voilà, c'est tout. Oui, c'est un peu compliqué de dire ça quand même. Mais je parle que de mon expérience. Je ne dis pas non plus que c'est l'évangile ce que je dis. Bien parce sûr. que c'est bien de dire l'évangile. Non, mais bien sûr. C'est vrai que dans la pièce Dieu, on avait une pièce sur le baptême la semaine dernière. Ça n'est pas la suite. Moi, en tant qu'enfant qui malheureusement vécu tout ça, et aujourd'hui, ça fait 14 ans que je les traque dans tous les pays. Donc j'ai côtoyé toutes les cultures, toutes les mentalités, toutes les formes. Et je suis reconnu mondialement dans tout ce qui est snuff movie, donc le côté le plus art de la chose. Parce que quand vous dites la scène que vous dites, allez, on va aller le chercher ensemble. Je m'excuse, mais à des moments, je discutais avec ma voisine. Je disais, ça me fait drôle parce que j'ai vécu ça aussi, mais quand moi je vais le chercher, en général, c'est des morceaux. Donc, parce qu'il y a des pompiers qui n'osent pas ramasser ce que moi je vais chercher. Et vous dites, ce qui est important de dire aux gens, c'est que c'est vrai qu'en tant que maman, en tant que papa, on a besoin de voir le cadavre, quel que soit l'état qu'il est. On a besoin pour passer ce cap avec soi-même. C'est drôle, hein. C'est drôle, beaucoup de gens disent non, je préfère pas savoir pour garder un beau visage, un beau sourire, d'avoir une beau. Mais c'est vrai que j'ai accompagné tellement de parents d'aller voir les enfants quand ils sont malheureusement dans les rites sataniques, quand on les a démembrés au cutter, on a enlevé les bras, les jambes, la tête. Donc on a dû les recoudre et il faut mettre les parents face à ça. C'est une situation difficile. Mais c'est un monde tellement paradoxal en lui-même parce qu'il y a la pédophilie et puis il y a la pédophilie et puis il y a la pédophilie et c'est chaque fois Vous avez dans l'Épître aux Romains Saint Paul qui écrit plus le péché est grand, plus le pardon est grand. Je crois que c'est à ça que notre devoir d'humanité. Je vais peut-être vous choquer, mais je ne crois pas au pardon. Vous ne croyez pas au pardon? Non, pas avec ces gens. Vous croyez à la vengeance? Non, sûrement pas. Je l'explique dans mes bouquins. Moi, la vengeance ne m'a rien apporté. Pourtant, je l'ai cherché longtemps. Et quand j'y suis arrivé, c'était un des plus grands moments de désolation de toute ma vie. C'est que je me suis rendu compte que ça ne sert à rien. Si, peut-être à une chose, j'ai perdu mon temps. Mais l'humanité est un tout et on fait partie de l'humanité. Quand un homme est capable de faire des choses aussi abominables, on est aussi un peu nous-mêmes responsables de sa violence, de son horreur. Pourquoi absolument essayer de tout expliquer? Je pense que il faut tenter de tout expliquer, c'est le devoir de l'homme. Oui, mais est-ce qu'on n'a pas le devoir non plus, à un certain moment, c'est d'admettre nos erreurs, de se dire, ben voilà, là, ça a merdé, il y a des tordus, comme malheureusement, il y a des gens reçus. Les aider. Les aider en quoi? Les transformer. Non, mais éventuellement chercher à comprendre pour comprendre aussi ce qui déconne dans cette société qui fabrique des tordus. Je peux vous poser une question méchante, monsieur? Vous êtes catholique? Oui. Je suis catholique, ça fait pas de doute. Oui. Vous avez une vision des choses, je comprends, mais... vous savez, je ne voudrais pas être impertinent et prétentieux et de vous dire, quand vous aurez vu 14 ans de galère comme moi j'ai vu derrière, vous penserez, du fond de mon cœur, j'espère que ça ne vous arrive jamais de voir un dixième de ce que j'ai vu. Mais vous ne pouvez pas tout comprendre. Je respecte votre manière de penser, mais vous ne pouvez pas tout comprendre. Vous ne savez pas, là où j'ai mis les pieds... Dans la Bible, on parle de l'enfer. Vous savez, je crois que je suis peut-être un des rares personnes sur la Terre qui ait mis les pieds. Moi, j'y étais, j'ai vu.